Alors, puisque tu m'as tendu la perche, on va demander à Isabelle Bougeois de venir nous rejoindre. Donc, on va parler de librairie musicale. Donc, effectivement, bonjour. On peut avoir de la musique pour l'image qui n'a pas été composée sur une image. Donc, Isabelle Bougeois, donc, qui est conseillère musicale chez Capagama. Donc, la librairie musicale, peux-tu nous éclairer un petit peu ? J'ai un petit papier parce que je digresse facilement, j'aime beaucoup ce que je fais et je m'emporte assez vite. Donc pour ne pas vous perdre en chemin, je vais essayer d'être un peu concise et précise. La librairie musicale, c'est un terme compliqué à expliquer en France. En fait, c'est la traduction littérale de library music, qui est un terme anglais, puisque cette activité est née en Angleterre au départ dans les années 40-50. Et library en anglais, ça veut dire en fait bibliothèque. Donc on est plus sur une notion de bibliothèque de musique, de mise à disposition de musique préenregistrée, plus que la librairie musicale qui vend des partitions, bien évidemment. Donc cette activité, rapidement sur l'historique de ce qu'est la librairie musicale, est née en Angleterre, tout simplement parce que les radios utilisées, puis ensuite les télés, avaient besoin d'une musique spécifique composée pour habiller les émissions et habiller l'antenne. Et donc des éditeurs ont créé avec les compositeurs une édition musicale au départ qui servait à défendre leurs droits et à produire toutes ces musiques. Il y avait évidemment besoin de fonds énormes. Petit à petit, cette activité est arrivée en France et en Europe, dans le reste de l'Europe, avec notamment dans les années 70 les premiers éditeurs comme Montparnasse 2000, RCA Media, que peut-être vous avez connu chez les anciens de la SACEM. Et en fait, depuis les années 90, il y a une concentration de toute cette activité qui a été petit à petit investie par les majors, en fait, puisque cette activité est devenue de plus en plus florissante. Au départ, ça a été vraiment le fait de petits éditeurs et de quelques compositeurs qui se sont lancés dans ce métier de niche. Et finalement, grâce aux droits générés par cette activité, notamment, c'est devenu un vrai métier et ça s'est beaucoup professionnalisé. La qualité des productions, bien sûr, s'en est ressentie au fil des années. Et donc, de plus en plus, les grands groupes se sont intéressés à ce métier-là. Donc en fait, par rapport à ce que vous ont dit les compositeurs qui sont là, concrètement sur un film, ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement besoin de plein de musiques différentes. Donc on fait appel à un artiste, un créateur qui va travailler en collaboration avec le réalisateur. Et à côté de ça, on a aussi besoin de musique additionnelle, donc de musique préexistante. Dans les musiques préexistantes, en gros, on a plusieurs interlocuteurs. On a les maisons de disques traditionnelles qui ont produit des musiques au départ pour qu'elles soient écoutées et qu'elles soient téléchargées, etc. Donc c'est vraiment pour de l'usage privé au départ et pour le plaisir pur d'écouter de la musique. Et il y a les librairies musicales qui, elles, ne travaillent exclusivement que pour la musique qui sera associée à l'image. Donc c'est une maison de disques en tant que telle, qui est née d'un besoin à la fois artistique et économique. En fait, ce qui se passe, c'est quand on veut négocier une musique préexistante sur une utilisation, dès qu'on sort de la licence légale, qui sont les licences que vous connaissez en télévision, c'est-à-dire les forfaits que payent les télés sur les programmes de flux, dès qu'on sort de ce contexte juridique, on doit payer des droits aux ayants droit de la musique. Et dans ce cas-là, il y a un vrai problème pour nos clients, qui sont des producteurs, c'est qu'ils doivent à la fois gérer la partie synchro-éditoriale et la partie de la synchro-master, c'est-à-dire deux interlocuteurs différents pour la chaîne de droit, et donc qui font beaucoup monter les coûts. Et qui sont en plus compliqués à gérer. Il faut savoir que vous êtes complètement des praticiens du droit musical et que pour vous c'est lumineux. Pour nos interlocuteurs, pour les gens à qui je parle tous les jours au téléphone, c'est un vrai casse-tête, c'est extrêmement complexe. Un des interlocuteurs disait tout à l'heure dans son film, c'est facile pour les monteurs, ils peuvent prendre toutes les musiques qu'ils veulent sur Internet. On trouve très facilement de la musique sur Internet, on trouve très difficilement des ayants droit sur Internet. Donc on a la musique, oui, mais on n'ira pas au bout. Et la réalité, elle est là. Donc, d'où les thème scores que récupèrent les compositeurs. Et nous aussi, on nous appelle un peu en pompier à la fin du film, en nous disant, là, depuis le début du film, on a une super musique sur une séquence, mais là, on vient d'apprendre que le compositeur, on ne sait pas où il est, que la maison de disques, elle avait dit que c'était la maison de disques, mais finalement, c'est pas elle, c'est un agrégateur sur Internet qui nous avait pas prévenu et on n'aura jamais les droits. Et nous, on est là pour remplacer, aider, proposer des choses. Et on est aussi là
pour d'autres questions qui sont plus artistiques, sur tous les programmes que vous entendez tous les jours, notamment à la télévision. Il y a beaucoup de musique en fond de toutes les émissions de flux, et on ne peut pas faire appel systématiquement à des chansons, tout simplement parce que vous avez du speak devant, vous avez aussi l'action, les gens qui discutent entre eux, et donc on a besoin de musique instrumentale. Et en fait, aujourd'hui, dans les catalogues de musique instrumentale, vous pouvez piocher dans les musiques de films existantes, quand les compositeurs ont leur BOF produite par les producteurs, donc ça c'est déjà un gros fond. Mais en fait, il n'est pas suffisant, parce que sur la quantité de programmes que vous pouvez voir chaque jour, il faut un renouvellement permanent de toutes ces musiques. Et donc, les librairies musicales sont là pour apporter ça et permettent aux compositeurs en fait, d'avoir un revenu, parce qu'ils sont rémunérés uniquement par leurs droits, presque exclusivement. Ils ont une petite part de producteurs, mais ils sont principalement rémunérés par tous les droits que vous ventilez. Et comme toutes les librairies musicales sont représentées pour la plupart à l'international, en fait, ce sont des myriades de petits centimes qu'on voit apparaître sur les feuillets qui émanent de vos services. Et tous ces petits centimes font des sommes qui permettent à un énorme vivier de compositeurs qui travaillent un peu dans l'ombre, dont on ne voit pas toujours le nom sur les génériques, etc., qui en fait arrivent à vivre de revenus relativement réguliers en fait, qui émanent de la librairie musicale et qui leur laissent après l'opportunité de faire des créations musique originale, de travailler après sur d'autres choses. En fait, le directeur artistique d'une librairie musicale, c'est un réalisateur, mais qui est un réalisateur imaginaire et qui crée en fait des espèces de concepts. Ça peut être des pizzicato dramatiques, ça peut être une musique avec des cordes et des percussions un peu ethniques comme le fait Olivier. Et en fait, j'ai été outé. Voilà. Et en fait, un certain nombre de compositeurs, maintenant, les passerelles sont devenues de plus en plus accessibles à tous les compositeurs, et beaucoup de compositeurs dans leur carrière vont finalement composer pour un album de librairie musicale, faire une musique originale, travailler sur des génériques. Et en fait, c'est complètement maintenant perméable d'une activité à l'autre. Et la librairie musicale a acquis ses lettres de noblesse, effectivement, en accueillant de plus en plus des compositeurs qui ne viennent pas du sérail de la musique home studio telle qu'on l'entendait au tout début du midi, avec des petits sons pas terribles. Alors justement, la librairie musicale a longtemps souffert d'un sobriquet très sympathique qui était la musique au mètre, voire la musique au kilomètre. C'est quoi l'origine de ce mot? Alors l'origine de ce mot, elle est très technique en fait. C'est que à la grande époque où les maisons de disques vendaient beaucoup d'albums et vendaient des chansons, quand elles vendaient un titre sur un long métrage, elles vendaient le titre. On utilisait la quantité qu'on voulait, qu'on utilise 10 secondes d'une chanson ou l'intégralité de la chanson, c'était le même prix. En revanche, en librairie musicale, dès le départ, l'idée a été de facturer à la durée de la musique utilisée dans la réalité. Finalement, aujourd'hui, une major, quand on achète 5 minutes de musique, ça coûte beaucoup plus cher que si on en achète 30 secondes. Ils sont venus à eux aussi vendre de la musique au kilomètre dans les services de synchro en réalité. Mais c'était un terme technique, la musique au mètre et la musique au kilomètre. Et effectivement, pour trouver la durée, on mesurait tout simplement la longueur de la bande qui était utilisée, qui donnait le prix au mètre, au centimètre, au décamètre ou au kilomètre. Isabelle, autre chose donc sur le travail avec les compositeurs, sur l'édition. Toi, tu gères également un catalogue important sur la musique classique, donc vous réenregistrer des œuvres du répertoire? Ah, pas tout à fait. En fait, on fonctionne avec des labels du commerce qui sont des labels de musique classique et qui nous mandatent en fait pour les vendre en synchronisation. Et dès que les compositeurs sont protégés, ensuite les négociations éditoriales se mettent en place auprès des ayants droit des compositeurs. Donc ça, c'est une activité un petit peu particulière qui est annexe à la librairie musicale, mais parce qu'on est amené auprès de nos clients à les aider à trouver tout type de musique chez nous. Donc la vraie spécificité de la librairie musicale, c'est qu'il n'y a pas cette notion de label avec une entité de label. En musique du commerce, on va avoir des labels rap, des labels plus rock, des labels qui sont vraiment axés sur des types de musique ou des types de public. En librairie musicale, on va travailler le directeur artistique va travailler sur un album pop folk un jour. Le lendemain, ça sera de la country avec un chanteur américain qui va aller prendre directement aux États-Unis, parce que c'est toujours mieux d'avoir directement la musique de source. C'est hyper varié.
Et c'est ce qui fait que beaucoup de compositeurs peuvent être accueillis effectivement en librairie musicale parce qu'il n'y a pas cette notion de style musical précis, etc. Donc ce sont toujours des labels généralistes. Et effectivement, ce qui est très particulier aussi, parce que peut-être ça se sent pas trop à la SACEM dans la façon de ventiler les droits, dans la notion de synchronisation et de droit de synchronisation qu'on vend, puisque chaque fois qu'une musique est utilisée en synchronisation, les gens doivent acheter le droit master et le droit éditorial. Ils doivent aussi rémunérer la SACEM via des systèmes de forfait selon que le film est diffusé au cinéma, en télé, que c'est un spot radio, etc. Donc tout ça c'est assez varié. Mais en réalité, les tarifs sont très différents selon le type de production. C'est-à-dire qu'une musique vendue pour une publicité est vendue beaucoup plus cher qu'une musique pour un film institutionnel, par exemple. C'est-à-dire que la façon de vendre la musique n'est pas liée à la notoriété d'un artiste, elle est liée à l'utilisation et à l'économie du métier qu'il utilise. Et ça, c'est très spécifique à la librairie musicale qui, en fait, a bien su s'adapter aux différents médias et aussi aux nouveaux médias. C'est ce qui fait son côté pratique. Et juridiquement, ce qui fait aussi le modèle économique de la librairie musicale, c'est que la même entité possède le droit du producteur et le droit éditorial. Donc pour nos clients, un seul interlocuteur, un seul guichet, des compositeurs qui ont composé des musiques dédiées à l'image. Donc en termes de chaîne d'autorisation, de droit moral, bien sûr, ils conservent leur droit moral, c'est la base, mais ils nous mandatent d'une certaine manière pour que nous, on ait un peu les coudées franches par rapport à ça. Donc on fait très attention, effectivement, puisque nos compositeurs, on les chouchoute, on veut les garder, qu'on en a des très bons, donc on n'a pas très envie qu'ils aillent voir ailleurs. Mais c'est vrai que globalement, l'idée d'utiliser une musique en librairie musicale n'implique pas d'appeler 5 ayants droit à chaque fois, 3 avocats et des héritiers. C'est beaucoup, beaucoup plus simple, ce qui permet de pratiquer des tarifs bien en dessous de ceux des maisons réputées, des majors. Et c'est ce qui fait aussi cette activité de librairie musicale dans des milieux économiques un petit peu plus tendus. Et notamment grâce au droit SACEM, puisqu'en fait, en termes de rémunération, dans une librairie musicale, pour vous donner un petit ordre de grandeur, 60 à 70% des revenus d'une librairie musicale, c'est les droits que vous ventilez, c'est la SACEM, et les sociétés d'auteurs étrangères, bien sûr, sur l'exploitation à l'étranger. Et la partie facturée à notre client ne représente que 30 à 40%. En fait, de nos revenus. Donc pour nous, les compositeurs vous disent merci, mais nous encore plus, parce que c'est des petites équipes. On n'a pas non plus, voilà, on n'a pas des piscines, on n'a pas des studios, des villas, etc. Mais malgré tout, c'est toute une activité. Il y a beaucoup, beaucoup de librairies musicales en France, et c'est toute une activité qui n'est plus un petit pan du métier de la musique. Ça devient vraiment quelque chose de très important. Merci beaucoup, Isabelle, pardon. Tu restes avec nous. Il y avait beaucoup d'autres choses dont on aurait pu vous parler dans les utilisations de musique. Il y a notamment tout un domaine. Vous voyez, ce matin, 20 minutes faisait sa couverture sur la nouvelle version de Call of Duty. Malheureusement, pour le jeu vidéo, en tout cas sur ces grandes licences de jeux vidéo, les compositeurs français membres de la SACEM sont un petit peu exclus de ce marché, car cela se passe sous un autre mode de fonctionnement du droit d'auteur. Heureusement, il nous reste un marché émergent qui va être la web-série, le webdoc et éventuellement les serious games sur Internet. Donc en espérant qu'un jour aussi ça puisse rentrer dans la gestion collective. On voudrait maintenant vous laisser la parole. Donc, si vous avez des questions, eh bien, on vous écoute, on essaye d'y répondre. Et même, messieurs, si vous voulez vous poser des questions les uns aux autres ou poser des questions à la salle, vous pouvez y aller. J'ai une question pour Monsieur Jorel. Non, c'est pas vrai, c'est une... Je vous ai pas présenté. C'est les trois. En fait, voilà, c'est les 3 J. Donc Jorel, Joly, Jaffray, ils sont en train de monter un numéro formidable. Voilà, les 3 J. Voilà. Donc dès les premières dates de représentation, vous pourrez gagner des places. Bienvenue parmi les J. Des questions? Pas de questions? Même très personnel. On a été très clair. Ah, si, formidable. Merci. Bonjour. Alors moi, ça serait pour la dame de Kappa-Gamma. Et ça serait un peu avoir un exemple comment ça se passe.
quand quelqu'un est intéressé, on peut avoir un exemple comment ça se déroule. Et aussi la question, est-ce que vous allez vers ceux qui ont besoin de musique? Quelle est la partie active de cette édition d'une librairie musicale? Une question déjà sur le commercial, peut-être, envers les clients, l'action envers les clients. Quand vous parlez de gens intéressés, vous parlez de quelqu'un qui a besoin de musique sur son programme ou d'un compositeur qui voudrait travailler pour la librairie musicale? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, je pensais plutôt aux clients. Je pense vraiment savoir connaître votre catalogue activement, qu'est-ce que vous faites, et puis aussi, par contre, pour la première question, comment ça se déroule? Oui, là, ça serait les deux versants. Alors, je vais commencer par les compositeurs. Ils viennent tout simplement frapper à la porte des librairies musicales en espérant séduire le directeur artistique. Il y en a plein. Ils ont tous leur façon de voir les choses, etc. Donc il faut proposer ses musiques et espérer qu'il a un projet qui peut inclure l'univers d'un compositeur qui vient frapper à sa porte. En ce qui concerne les utilisateurs, en fait, notre panel de clients, il est très vaste. Parce que ça peut aller, ça c'est un peu ma marotte perso, mais ça peut aller des petits imagiers sonores de Gallimard avec les petites puces sur lesquelles on entend des musiques, à tous les longs métrages que vous avez vus tout à l'heure derrière moi, où on est appelé par le producteur ou le monteur ou le réalisateur, ou parfois également le compositeur de la musique originale, qui a son petit bout de valse ou son petit bout de reggae à mettre à un endroit et qui lui est dans une musique totalement symphonique. Et en plus, le petit bout de reggae, on peut lui demander bien sûr à la dernière minute, c'est plus rigolo, donc il n'a pas toujours la possibilité de le faire, donc parfois il nous appelle pour compléter. Et nous, on a un boulot de commercial et de conseiller, à savoir comme dans n'importe quelle entreprise. On fait de la communication, on a des moteurs de recherche aussi sur Internet, des disques durs avec toutes nos musiques incluses et un moteur de recherche aussi pour que nos clients puissent nous utiliser. Auprès des monteurs de télé, on dépose. Autrefois, la librairie musicale fonctionnait avec les CD. Donc, les CD étaient envoyés gratuitement à tous les professionnels de l'audiovisuel et ensuite, on attendait les rémunérations via les droits. Et maintenant, ce sont sur des disques durs. Et donc, on fait comme n'importe quelle entreprise qui a un produit à vendre. On fait de la communication, on fait beaucoup de conseils parce que malgré les moteurs de recherche, c'est pas toujours facile de trouver parmi des centaines de milliers d'œuvres, parce qu'une librairie musicale, c'est pas une quinzaine d'œuvres. C'est vraiment, autant un compositeur de musique originale, il fait une musique pour un film, et il y a vraiment la notion d'une œuvre unique, etc. En librairie musicale, quand on a besoin d'un petit morceau de pizzicato un peu dramatique sur Top Chef, on a besoin d'en écouter 50 pour trouver celui qu'on veut. 50 millions. Oui, 50 millions, 500 000. Et donc, les monteurs ont besoin de beaucoup de choix. Et à la vitesse où ils travaillent, notamment en programme de flux, il y a vraiment un gros besoin d'apport. Et nous, on est là pour être des facilitateurs. On doit avoir une culture musicale suffisamment vaste pour se débrouiller un peu dans tous les styles de musique. Et un peu comme les compositeurs, on a soit une référence musicale au départ, comme c'est souvent le cas en publicité, effectivement, où on nous apporte un titre ultra connu, mais qui sera inaccessible pour des tas de raisons économiques, artistique ou autre. Ou alors, comme ça m'arrive aussi souvent, en classique c'est plus souvent le cas parce que la culture classique est quand même pas hyper imprégnée dans le milieu de l'audiovisuel. On nous dit voilà, on veut une musique avec des violons super émotionnels, il faut que ce soit beau, que ça plaise aux gens entre tel âge et que ça vende bien le Magnier B6. Voilà. Donc tout est possible. Et on a aussi beaucoup de choses assez improbables, mais je pense que les compositeurs entendent aussi. C'est je voudrais un reggae, mais alors sans guitare et sans batterie, ce serait super intéressant. Voilà. Et nous on dit oui, et on trouve. C'est vrai. Une autre question ? Ah. Bonjour. Alors moi j'aurais juste une question parce que dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que le compositeur en fait composait avec l'image en fait à l'écran et du coup apparemment vous le faites plus avec le scénario ou avec des rushs avant en fait, et je voulais savoir si c'était pas plus facile avec les images justement d'arriver à illustrer un film. Vas-y peut-être. Oui, alors moi ce que je dirais c'est que c'est très agréable et très facile et merveilleusement délicieux de composer avec l'image. On le fait une fois. La deuxième fois, et puis juste après on vous présente la musique de film et le réalisateur vous dit
Ouais, mais là, il y avait 2 secondes de trop, puis là, il y avait 30 secondes de truc. Et on s'était donné du mal pour que justement le climax de la musique tombe après 22 mesures au 3e temps. Et le coup d'après, le film revient et il est plus pareil. Ça tombe plus pareil. Donc, on devient très très prudent. C'est dommage parce que c'est vraiment absolument extraordinaire de faire de la musique un peu comme Elisabeth parlait tout à l'heure de Mickey Mousing, c'est-à-dire de millimétrer tous les éléments avec l'image. Il n'y a rien de plus délicieux que de faire ça. Mais c'est dangereux et c'est rare qu'on puisse vraiment le faire. En revanche, on peut s'imprégner de l'esprit de l'image. Ça c'est toujours possible. Nicolas ? Oui, c'est vrai que sur le scénario, nous, on a cette capacité à pouvoir recevoir je sais pas quoi d'au-dessus, qui font qu'à un moment donné, on arrive à composer des thèmes et tout, on ne sait pas d'où ça vient. Mais il est évident que quand on lit un scénario, quand on est plongé dans une histoire, ça évoque quelque chose. Alors, c'est un jet musical, hein, c'est 2-3 minutes. Voilà. Après, d'aller s'accrocher à l'image et essayer justement de suivre le montage puisqu'il évolue, ça, c'est une passion. Voilà, moi, composer à l'image, j'adore ça, c'est vraiment une passion. Mais on n'a pas besoin d'image pour composer, heureusement. Sinon, les pauvres Beethoven. Elisabeth. En fait, il y a des fois, il n'y a vraiment pas le choix, quoi. Il y a des fois, il y a tellement peu de temps qu'il n'y a pas d'autre choix que de travailler ou à l'image ou il y a du temps. Moi, je fais principalement du documentaire et là, c'est merveilleux parce que je peux rêver avec le scénario, je peux m'endormir avec le scénario dans la tête et imaginer ce que je pourrais bien faire sur ce documentaire parce qu'il y a du temps, il y a surtout la confiance du réalisateur, mais il y a des fois, on n'a juste pas le choix. Une autre question ? Absolument formidable. Bon, très bien. Messieurs, tout est dit. Alors, je vais vous demander maintenant on va demander à Patrick Sigwald, notre secrétaire général de l'UCMF, qui va quand même vous dire un petit mot sur l'UCMF, parce que c'est important. Et désolé, Patrick, tu sais bien qu'il fallait y passer. Bon, ça marche ? Ça marche. Je suis ravi de voir autant de monde pour essayer de comprendre un peu mieux la musique à l'image. L'UCMF, pour tout vous dire en peu de mots, c'est une organisation qui a vu le jour il y a bientôt 15 ans par quelques copains compositeurs pour l'image qui ont voulu défendre un peu leurs intérêts, mais de façon complètement passionnée, pas du tout dans un esprit syndicaliste. C'est vraiment une organisation qui s'est créée avec la passion pour ce métier. Et cette passion s'est transformée en une organisation qui aujourd'hui est la seule organisation qui représente spécifiquement la musique à l'image dans notre pays et qui se bat pour faire en sorte, comme nos invités l'ont, y compris le retardataire, nous ont dit fourbe. Ouais, mais il fallait que je le place. Pour essayer de faire en sorte que la musique soit respectée. En fait, notre vrai problème est là, c'est qu'aujourd'hui, la musique à l'image est multiforme. On l'a vu avec notre amie éditrice, à qui je signale que tous les compositeurs de musique à l'image n'ont pas une piscine, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Voilà, donc on a des combats, on essaye de faire en sorte que les choses ne dérivent pas trop, aussi bien dans la librairie que dans la musique originale. Nous sommes là, notre responsabilité c'est de réunir tous ces gens-là, c'est pas toujours facile, pour faire comprendre aux gens que dans ce monde merveilleux, les deux peuvent cohabiter, et nous, UCMF, nous essayons de les faire cohabiter dans le respect des valeurs intrinsèques de la gestion collective et du droit d'auteur. Voilà. C'est notre mission. On a je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous dire qu'on a quelques sujets importants. Comme je parlais de respect, on a envie qu'à Cannes, il y ait enfin un prix pour la musique de film, ce qui ferait que la musique soit un petit peu respectée au plus haut niveau. Il n'y a pas de prix pour la musique de film à Cannes. Mais c'est un truc de dingue, ça. Il n'y a pas de prix pour la musique de film à Cannes.
Il y a d'autres festivals où il y a... Il n'y a pas de prix pour la musique, parce que c'est le Il y a d'autres festivals où il y a des prix pour la musique de film? Je ne crois pas qu'il y ait des prix. Je crois pas qu'il y ait un prix pour la musique à Cannes. Est-ce que Stéphane, tu as un renseignement? C'est la liaison dangereuse. Qu'à Cannes, il ne faut pas... Il me semblait pourtant... Il n'y a pas de prix, hein, c'est ça? On est d'accord. Donc voilà, il n'y a pas de musique à Cannes. Donc la musique est représentée dans à peu près tous les grands festivals mondiaux, mais pas dans le plus grand qui se passe sur notre territoire. C'est principalement des films muets. Hein. Enfin, non, il me semble. Hein. Enfin, voilà. Voilà, donc ça c'est une anomalie qu'on va essayer de corriger. On a aussi un travail avec toutes les institutions, y compris le ministère de la Culture, avec lequel on est en travail perpétuel pour travailler sur l'édition coercitive, c'est-à-dire l'édition forcée. Nous avons des diffuseurs qui sont de plus en plus enclins à venir dans nos studios pour nous expliquer qu'il vaut mieux utiliser un hautbois qu'une flûte traversière. On leur explique que nous, on n'a pas fait Sciences Po, mais qu'on sait à peu près de quoi on parle. Donc voilà, on essaie de replacer un petit peu les choses et dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà. Je vous laisse avec Monsieur Loyal. Alors je voudrais qu'on remercie quand même Olivier Delevagne, le trésorier de l'UCMF qui a fait, c'est lui qui a organisé tout ça et de main de maître avec évidemment Elisabeth Hanskötter, Cathy Bory, notre déléguée générale, que vous pouvez... Je remercie évidemment les 3J et Oasis, bien sûr, d'être venus malgré le retard d'Alex. Merci. Donc, oui, on l'a déjà remercié là, SACEM, je crois. Donc, avant notre générique de fin, puisqu'il faut toujours terminer par un générique de fin, je voudrais qu'un compositeur de musique de film, s'il le veut bien, vienne nous dire quelques mots, qui est également accessoirement président du conseil d'administration de la SACEM, Jean-Claude. Bonjour. J'ai eu du mal à arriver, il y a des embouteillages. Ça arrive. J'ai plusieurs réunions à la fois, mais je tenais à être ici avec vous quand même, parce que l'UCMF apporte beaucoup. Bon, je ne vais pas le répéter, je suppose que vous avez entendu beaucoup durant cette réunion, mais enfin c'est vrai qu'elle est devenue irremplaçable finalement. Après des années, elle est devenue l'interlocuteur de toutes les autorités. Moi, je ne vais pas parler en tant qu'autorité, parce que là, je suis président de la SACEM, mais enfin, j'ai été président aussi de l'UCMF à une époque. Et puis, ils ont parlé mieux, tous, là, ici, que je ne l'aurais fait de leur métier, de mon métier encore, aussi. Je voudrais dire que globalement, c'est vrai que la musique de film en France n'est pas bien produite, surtout à la télévision, parce qu'au cinéma, il y a des exceptions quand même. Il y a souvent des exceptions qui nous permettent de travailler dans des films qui ont des budgets intéressants, avec un certain respect de la musique. Il y a aussi le contraire dans le cinéma, mais surtout à la télévision, il y a un manque de respect absolu de la musique, un manque de financement absolu de la musique. Un racket opéré par les télévisions maintenant, un autre racket par les producteurs, et il faut appeler les choses par leur nom parce que c'est du racket. On essaye de s'y opposer à la SACEM, mais enfin, on n'a pas le pouvoir non plus de diriger France 2 ou France 3. Bon, on n'a pas ce pouvoir. Si on l'avait, croyez-moi, on le prendrait. Mais enfin, c'est pas le cas. Alors, on a des discussions, on a des lettres recommandées, on a des injonctions qui, depuis des années, ne servent pas à grand-chose. Je dois dire que les choses n'évoluent pas dans le bon sens, un peu par une culture française. D'ailleurs, on va faire une campagne pour la musique à l'école, parce que ça serait important quand même que la France devienne un pays de musique, ce qu'il n'est pas, faut dire la vérité. Et ça se retrouve d'ailleurs dans la manière dont on traite la musique sur certains médias, tout simplement. Et c'est pourquoi la musique n'a jamais été prise en compte au départ des productions, en particulier à la télévision, mais au cinéma aussi. Bien sûr, il y a des exceptions, il faut les dire quand il y a des exceptions, il faut approuver. Il y a des gens qui aiment la musique, qui attachent de l'importance, mais ils sont les moins nombreux. Ça, c'est certain. Et l'apport de l'UCMF est indispensable dans ce domaine.
Alors on peut regretter que la situation des compositeurs n'ait pas évolué, elle, parce que je crois qu'il y a une paupérisation, il faut appeler les choses aussi par leur nom, de l'ensemble des compositeurs qui sont de plus en plus nombreux, parce que les médias sont de plus en plus nombreux, donc le fait qu'il y ait il y a toujours de la musique finalement un peu partout, il y a de plus en plus de la musique, et vous le savez bien, vous qui êtes en charge de la musique à la SACEM. Mais comme il y a de plus en plus de monde qui travaille dans ce monde-là, chacun gagne un peu moins que ce qu'il gagnait il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans, etc. Donc l'UCMF est indispensable. Les syndicats aussi, parce que l'UCMF n'est pas un syndicat, c'est une association, mais il faut rappeler que le SNAC et l'UNAC aussi d'ailleurs sont très utiles à la défense des conditions de travail des compositeurs. Et que nous avons besoin que les services de la SACEM soient au courant de notre travail au jour le jour, ou le quotidien des compositeurs. C'est important que vous le sachiez. Et ça vous permettra de mieux nous comprendre, ça nous permettra de mieux dialoguer avec vous, j'espère. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire, hein, parce que les discours, c'est pas trop mon truc. Et on va inverser la tendance. De toute façon, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, je n'en doute pas, durant cette réunion. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci beaucoup. Elisabeth. Pour le mot de la fin, on a parlé de la musique qui sert une image, et nous vous proposons, en guise de générique de fin, une musique qui sert une image et une image qui sert une cause. La Commission européenne à l'aide humanitaire et à la protection civile a initié un projet en 2014 à destination des enfants réfugiés de zones de guerre. L'idée était de créer une chanson et une chorégraphie que danseraient les enfants dans des camps de réfugiés. Il y aurait un film réalisé qui servirait à recueillir des fonds auprès des États membres de l'Union pour financer des programmes d'éducation. Ça a très très bien fonctionné puisque une vingtaine d'écoles ont été créées, financées suite à la diffusion du film. Oasis, tu as composé cette chanson. Est-ce que tu veux bien nous donner un mot de cette belle aventure, s'il te plaît? De quelle aventure s'agit-il? Je n'étais pas prévenu. Je sais, Écho. Ah, ok, ah, d'accord. Ah oui, voilà, bah, écoute, c'était bien. C'était formidable. Nous avons traversé la route numéro 4, la fameuse, là où il y a les rebelles au Congo, dans le sud du Kivu. Après, nous avons été... Chez les FARC. Chez les FARC, à Buenaventura. Donc, en réalité, cette musique a été créée dans des conditions... je veux dire intérieur, mais à l'extérieur c'était très dangereux parce que nous avons même failli aller en Irak pour ça, et pendant des conflits absolument meurtriers où sur la route vous pouvez recevoir une requête. Mais ça ne nous a pas arrêtés. Nous sommes arrivés à faire cette musique, à l'amener, à faire danser tous ces peuples errants, tous ces enfants déplacés, etc., dans les coins où nous avons pu aller, grâce à la Mastria aussi d'Olivier, qui est un producteur absolument extraordinaire, et beaucoup de talent, nous avons pu tout simplement, modestement, réaliser une chanson pour tous les errants du monde, voilà, surtout les jeunes enfants. Let's all make a wish. Make children of war, be children of peace. Come on, get up. Levez-vous, rêvez, dansez, bailar, chantez, rêvez la paix. Levez-vous, rêvez, dansez.
j'espère que tu me tends la main. Je viens de loin, je viens de la part des enfants qui fuient la guerre. Signer la paix, signer la paix. Levez-vous, levez, dansez, chantez, rêvez la paix. Levez-vous, rêvez, dansez, rêvez, chantez, rêvez la paix. Merci, bon appétit, bonne fête de fin d'année et à bientôt. Et n'oubliez pas le 27 mars, ici même, les Grands Prix 2017 de l'UCMF. À très bientôt, merci beaucoup.